dans le... Donc là, à la fin de l'échéance, l'avertissement sera désactivé. Mais s'il s'agissait aussi d'une allergie à un produit particulier, là, il y a la liste de beaucoup de molécules de produits auxquels on peut avoir de l'allergie. Donc, on pourrait dans ce cas aussi choisir ce produit-là pour le mettre. Mais pour tout autre produit qui n'est pas là, hein. Mais si l'élément ou la contre-indication ou en tout cas l'avertissement est limité dans le temps, on choisit une date de fin. Si ce n'est pas le cas, on laisse. Par exemple, si c'est dans le cas d'un don de sang, où le candidat au don ne peut donner qu'à 3 mois plus tard ou une date donnée ou 4 mois plus tard. Donc, si on fixe la date de l'expiration à cette date-là, si le patient revient, l'avertissement va toujours rester actif. Donc, on verra, ah oui, monsieur, pendant cette période-là, vous ne pourrez pas faire le don parce que la date à laquelle vous devez faire un don n'est pas encore arrivée. C'est quelque chose comme ça. Mais souvent, pour les allergies, il n'y a pas de date de fin. Hein, c'est des choses à vie presque. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, je sauvegarde cet exemple-là et on regarde cela aussi dans le dossier. Donc là, je suis toujours sur le résumé médical dossier. On voit maintenant que dans avertissement, on a une information et il y a un point d'exclamation qui veut dire attention. Donc, proscrire les ANSS avec les ANS entre parenthèses la description que j'ai faite. Donc, ça, c'est des éléments qui vont permettre d'attirer l'attention de la personne ou de l'utilisateur qui consulte ce dossier-là pour savoir à quoi se tenir vis-à-vis ou en face de ce patient. Donc, c'est ce à quoi va servir l'avertissement ici. Donc, on a l'historique des prescriptions là. On a les différentes fiches à ce niveau-là. Donc, ce que je vais ajouter dans le dossier, on va imaginer qu'on a donné un examen complémentaire à type d'examen biologique au patient qu'on va ajouter. Et je prendrai par après ma casquette de biologiste pour mettre rapidement les résultats pour qu'on puisse aussi voir à quoi cela va ressembler. Souvent, on peut avoir toutes ces informations dans le dossier. Là, par exemple, dans l'historique de ce malade-là, on voit qu'il y a une demande laboratoire en date du 14 septembre. On peut rentrer dedans pour regarder qu'est-ce qu'il y avait comme demande laboratoire. On voit qu'il y a un antibiogramme qui a été demandé et qui n'a pas encore été validé parce qu'il y a un point d'exclamation. Donc, le point d'exclamation vont vouloir dire que le résultat, le résultat n'est pas encore validé biologiquement. Donc, on va illustrer un exemple clair en donnant, par exemple, 2 examens assez simples et rapides. Donc, je vais ajouter un document clinique. Là, dans les examens globaux, on voit la première ligne, le numéro 1, là, la demande laboratoire. Je clique sur Nouveau. On a 2 boutons ici, Ajouter et liste rapide. Le bouton Ajouter me permet d'accéder à toutes les analyses configurées dans le logiciel. Je vais choisir les analyses que je vais donner. En fait, là, il y a différentes façons de choisir. On peut prendre les analyses une à une ou les prendre dans un grand groupe d'analyses. Donc, vu que mon patient est diabétique, je vais chercher à lui faire une glycémie d'abord. Je cherche la glycémie. Donc, je coche la glycémie et j'ajoute. Je vais aussi demander peut-être il n'a pas de fièvre quand même. Qu'est-ce que je peux demander? On va demander une goutte épaisse, même si elle va être négative. Je sais pas trop. Non, une goutte épaisse, mince. Donc, j'ajoute ces examens-là et je ferme. Alors, on va imaginer qui est le prescripteur de cette demande laboratoire. On va dire que c'est le Dr Hassan. Hassan Ibrahim. Okay. Et après, en renseignement clinique, c'est par exemple suivi diabète, suivi de la glycémie plutôt. Voilà, toute autre chose. Et je sauvegarde cette demande laboratoire. Donc, le personnel laboratoire va aussi ajouter les résultats laboratoires, ce que je vais faire maintenant assez rapidement. Comme je suis administrateur, j'ai la possibilité de faire différentes choses là. Donc, je la demande aujourd'hui. La glycémie, elle est à l'unité en millimoles par litre. On va dire qu'elle est à 6, donc normal, quoi. La recherche du plasmodium, est-ce qu'elle est positive ou négative? Je ne sais pas trop. On va dire positive. La parasitémie, on va dire qu'il y a quoi?
100 autres trophozoïdes par millimètre cube. Et le germe, c'est du Plasmodium falciparum, par exemple. C'est juste un exemple, c'est tir au pif. Donc, je sauvegarde ça. Donc, après, Dr. Hassan va regarder le résultat de cet examen dans le dossier du malade. Donc, il va cliquer sur la demande laboratoire et là, il a accès aux résultats avec les valeurs. Là, il n'y a pas de point d'interrogation parce que les résultats ont été validés par quelqu'un d'habilité, un biologiste ou un technicien laboratoire selon les personnels disponibles dans un établissement donné. Donc, il voit que le résultat de la glycémie est de 6 millimoles par litre et les valeurs de référence sont comprises entre 4,1 et 6,1. Donc, le petit n va vouloir dire que c'est une valeur normale. La recherche de Plasmodium, elle est positive. Plasmodium falciparum. Donc là, il a le résultat de la demande laboratoire. Et souvent, les patients peuvent venir avec le résultat de cette analyse-là. Donc, dans ce cas, ça va ressembler plutôt à un document PDF comme ça. Je vais vous le générer pour que vous puissiez avoir une visibilité là-dessus. Ne tenez pas compte d'où sort le résultat parce que là, l'instance qui est sur ma machine, c'est l'OpenClinic d'un laboratoire qui utilise aussi OpenClinic. Donc, ne faites pas rigueur à ça. Donc, on peut avoir, par exemple, là, le logo de l'établissement de soins à ce niveau ou le nom du laboratoire avec les différentes informations d'identification, le nom du patient, les informations du prescripteur, le service qui a fait l'examen, donc le laboratoire, la date de la demande et la date du rapport. Donc, les examens qui sont organisés en termes de catégories d'analyse, donc la glycémie qui est dans la catégorie des examens biochimiques avec les valeurs de référence et l'unité. La goutte épaisse qui est aussi considérée comme étant une catégorie vu qu'il y a différents composants dedans. Donc, recherche positive, la parasitémie est là et l'espèce du parasite est retrouvé ici. Donc, la personne ou le biologiste qui aurait validé validé le résultat, son nom va apparaître à ce niveau-là. Donc, le renseignement clinique de cette analyse est à ce niveau, comme celui de la visite. Donc, c'est comme ça que le résultat le résultat laboratoire va s'afficher. Mais le médecin a droit à cette information dans le dossier du malade sans qu'il se soit imprimé. Le labo a la responsabilité de l'imprimer au besoin parce que très souvent, on est dans un système où quand on paye, on a besoin d'avoir son papier à soi. Mais dans un système rodé à l'interne, les choses sont assez interopérables. Donc, je reviens sur le résumé médical pour poursuivre ce que je souhaite montrer. Donc, après ça, je vais vous montrer quelque chose. On va imaginer que maintenant, ce malade, il est revenu, il a joué au football, il a eu des arthroses et on veut lui prescrire. Non. On va imaginer un contexte infectieux où on va lui prescrire de l'amoxicilline. Okay? L'idée, je vais vous expliquer après. Donc, on va juste venir sur la prescription, ajouter de l'amoxicilline à la prescription de médicaments qui existent déjà. Parce qu'il y a un contact actif déjà. Je suppose que dans la même journée, ou en tout cas, pendant que ce traitement est en cours, le malade est venu pour une autre raison. Donc, prescription de médicaments, je vais chercher, je vais ajouter de nouveau, on va prendre la jumelle pour chercher de l'amoxicilline. J'espère que je vais être. Donc, amoxicilline, je prends 500 mg là. Donc, peut-être que ce sera 1 gramme, non, 2 grammes par jour. Vous êtes d'accord, Hassan? « 2 grammes par jour, on va dire pendant 5 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Oui, on vous entend. Ok, super, je suis rassuré. Donc, j'ai ajouté une prescription à ce qu'on a déjà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est l'assistant médical pour voir si ça marche. Pour que ça marche, il y a des configurations préalables à faire, mais j'ai fait des exemples sur quelques molécules. Je vais m'assurer que ça marche. L'assistant médical, comme je l'ai dit, son rôle, c'est de pouvoir nous aider à compléter notre diagnostic, mais aussi à nous aider à la prescription médicale. Donc, il se trouve dans le menu Info et en fin de liste, l'option Assistant clinique. Okay. Alors,
Donc, on voit ici dans pharmacie qu'il y a des informations. Le point d'exclamation, on a indication manquante, indication manquante. Ça veut dire qu'on a une indication manquante pour l'amoxicilline. On dit aucune indication enregistrée dans le dossier pour l'amoxicilline. Ça veut dire que je n'ai enregistré aucun élément clinique qui va justifier, selon ce que le logiciel me dit, en fonction des informations que j'ai enregistrées, qu'il y a la nécessité de prescrire de l'amoxicilline. Et le I qui est là me permet de donner des informations ici. On dit que l'amoxicilline, c'est un anti-infectieux. Bon, en fait, il me donne la classification de la classe à laquelle appartient l'amoxicilline. Et il ne voit pas un lien direct avec un élément dans mon dossier pour justifier la prescription de l'amoxicilline. Je prends le cas de l'oméprazole aussi. On me dit c'est un médicament de la voie digestive et métabolique, un médicament de troubles faciles, oui, voilà, c'est un inhibiteur de pompe à proton, etc. Donc, ça, il me dit. Donc, ça suppose que dans mes éléments cliniques, je dois avoir quelque chose qui va justifier la prescription de l'amoxicilline et la prescription de l'oméprazole, par exemple. Alors, pour Ikirezi, bon, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais déjà, on voit qu'il a récupéré quelques symptômes que j'ai sélectionnés dans la rédaction de mon dossier clinique. On va y revenir. Donc, je reviens dans le résumé médical. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a vu dans le dossier qu'on a mis des hypothèses. Diagnostic, diabète, hypertension artérielle, puis gastrite. Bon, ça, vous êtes d'accord que c'est en texte libre. Et généralement, les textes libres ne peuvent pas être interprétés à la foulée ou utilisés dans les analyses derrière. Il va falloir que l'information soit structurée. Maintenant, pour que l'information soit structurée, on va maintenant choisir notre diagnostic de façon plus claire. Et pour cela, il y a des boutons dédiés à cela. Plus bas, vous voyez diagnostic du document actuel. Donc, on est dans cette consultation. Ce document actuel-là, c'est quoi le diagnostic que nous allons retenir? On va faire l'exemple de peut-être garder les informations, enfin, les diagnostics qu'on a, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle et la gastrite. On va les enregistrer maintenant de façon plus formelle en utilisant cette fois-ci les normes de classification de maladies, ceux qui sont codifiés derrière. Vous vous rappelez, dans les cours précédents, on a parlé des normes de la classification des médicaments, pas des médicaments seulement, mais surtout des diagnostics que je veux dire par là. C'est pour dire que si l'information est structurée, c'est en ce moment où il peut être utilisé par l'informatique afin de prédire ou afin de contrôler. Mais si l'information n'est pas structurée, j'entends par non structurée des informations en chaîne de caractères de texte libre, là, ça reste pour la mémoire. Tout ce qui concerne de regarder ce qui a été déjà fait, oui, ça reste. Mais ce n'est pas utilisé dans les analyses, ce n'est pas utilisé dans les mécanismes informatiques de traitement derrière. C'est un peu ça l'insuffisance. Donc, ce qu'on va faire là, c'est de chercher ce diagnostic-là avec les termes clés afin de les ajouter de façon plus normalisée dans notre dossier médical. Alors, gastrite, je vais taper. Alors, gastrite, j'ai des différentes classifications, il va falloir que je précise. Maladie ou condition ou nature ou le site non précis, trouve la fonction gastrite. Donc, je vais prendre trouve la fonction gastrite et je vais préciser cela après. Bon, ça, c'était une classification de la CSP2, donc la classification des maladies de soins primaires. La CIM10 va me demander, l'équivalent de la CIM10 va me demander plus de précision. Donc là, je vois une gastrite chronique sans précision. Gastrite chronique, ça suppose que j'ai fait une fibroscopie et que sur des bases anatomopathologiques, là, on classe la gastrite chronique. On est d'accord? Ensuite, on a l'estomac en sablier et sténose de l'estomac. Tout cela suppose des explorations à faire. La gastrite ou duodénite, ça suppose aussi des explorations à faire. Si on peut peut-être, qu'est-ce qu'on va choisir? On peut prendre une gastrite sans précision. Voilà. Avec la symptomatologie que nous avons eue à l'interrogatoire et de la manifestation de la maladie par le patient, nous comprenons qu'il s'agit d'une gastrite, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour dire qu'il s'agit par exemple d'une gastrite chronique ou qu'il s'agit d'une gastrite associée à une duodénite ou qu'il s'agit d'une gastrite hémorragique, d'autant plus qu'on n'a pas d'éléments en faveur d'un saignement, on n'a pas de cas en lien avec un mélinant, on n'a pas de lien avec un vomissement, avec des contenus sanguinolents, on n'a rien en lien avec ça. Donc, la meilleure option que nous pouvons prendre, c'est le diagnostic K29.7
de la SIM10 qui correspond à notre diagnostic ici. Et après, on nous demande notre certitude par rapport à ça. La certitude, c'est le niveau, c'est le degré de confiance du praticien à choisir ce diagnostic-là. Si vous avez fait des explorations et vous avez tous les éléments en faveur de cela, et oui, vous avez une certitude presque, on va dire, à 1000, quoi. Sinon, par défaut, il va mettre la jauge à la moitié, donc du genre 50-50. C'est à peu près ça. Mais ce n'est pas des champs obligatoires, c'est 50-50. La gravité va dépendre de l'impact que le diagnostic a sur le patient. Donc, et ça, c'est vous, médecin, qui appréciez cela. Est-ce que cette gastrite-là sur le malade, est-ce qu'il le supporte ou pas? Là, vous pouvez faire bouger le curseur, donc la jauge en fonction de l'appréciation que vous avez. Est-ce que c'est un diagnostic qui était présent à l'admission du malade? Est-ce que c'est un nouveau cas? Il coche automatiquement parce qu'il ne trouve pas dans le dossier un autre cas encodé clairement de gastrite. Donc, il va prendre comme nouveau. Mais si dans les antécédents diagnostics du malade, la gastrite sans pression existait déjà, donc il allait décocher que ce n'était pas nouveau. Est-ce que c'est un problème chronique? Bon, on saura le dire, vu qu'on est dans un cas aigu pour l'instant. Si c'est quelque chose d'important pour le malade qui est difficile à guérir, et ça, c'est sur votre expérience, on aurait pu cocher la case, transférer la liste des problèmes. Donc, ce sera considéré comme étant un problème pour ce patient-là. Et par après, on a une mention ici. Moi, je suis affecté au service laboratoire, vu qu'il s'agit d'un open clinique pour un laboratoire là. C'est ceci qui explique cela. On dit, attention, le service du contact actif du patient, entre parenthèses, laboratoire, n'est pas compatible avec les cas de service. C'est-à-dire que le laboratoire ne donne pas un diagnostic généralement. Il faudrait que ce soit un service clinique qui a l'habilitation d'encoder des diagnostics. Mais je vais faire fi de cet avertissement parce que je suis un super administrateur. Voilà. Donc, je vais ajouter le diagnostic maintenant dans le dossier du patient. Je pourrais ensuite… alors, on avait dit… Alors, si, oui. Donc, là, il faut un contexte infectieux. Bon, je vais rester pour chercher aussi l'HTA. Attention. Attention. Oups. Je vais revenir de nouveau pour ajouter. J'ai bien écrit. Je cherche. Voilà. Je veux dire hypertension artérielle. Donc, je vois hypertension non compliquée, avec complications. Peut-être que je prends avec complications du moment où j'ai un diabète, je ne sais pas. Quel est le meilleur diagnostic? Je regarde dans ces listes. Ah oui, non, c'est une complication cardiovasculaire, a priori, que je vois. Mais je parcours la liste pour voir s'il y a une complication métabolique associée. Alors, néphropathie hypertensive, non. Non. Ça, ce diagnostic-là ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais donc lui le laisser et prendre un autre. Je vais prendre là où on parle d'hypertension sans précision ou non, non compliqué. Non compliqué, ça m'intéresse bien. Et je vais ajouter ça à mon diagnostic. Il y a aussi le diabète. Je penche pour le diabète de type 2. Je donne l'équivalent en SIM10. Donc, c'est un diabète de type 2 sans complications aussi. Parce qu'on voit les autres complications en association avec l'acidose, les complications rénales oculaires, donc les néphropathies diabétiques et les cardiopathies diabétiques. Je prends juste le diabète sans complications. Voilà. Après, on voit que là, maintenant, dans la liste des diagnostics, il y a des informations et on a les équivalents pour les deux nomenclatures. Quand j'ai la nomenclature du CSPD, j'ai la nomenclature pour la SIM10 ici. Donc, ça va comme ça en parallèle. Et maintenant, je sauvegarde
ma fiche clinique après l'ajout des diagnostics normalisés. Maintenant, je vais revenir. Je vais vérifier si mes diagnostics sont toujours là. Oui, ils sont toujours là. Ça a été bien sauvegardé alors. Je vais venir maintenant prendre mon assistant clinique pour voir si quelque chose a changé. Donc, menu info, assistant clinique. On voit que maintenant, il n'y a plus l'indication manquante pour l'oméprazole parce que j'ai pris une gastrite et on sait que la gastrite se soigne avec un inhibiteur de pompe à protons, dont l'oméprazole, par exemple. Mais dans mon diagnostic, toujours, on ne voit pas la pertinence de l'antibiotique amoxicilline parce que je n'ai pas choisi effectivement un diagnostic en lien avec une infection qui est soignable ou curable avec l'amoxicilline. Donc, vous voyez un peu le mécanisme qui peut vous aider. Est-ce qu'il y a la pertinence d'un traitement selon le contexte clinique des données que nous disposons, en tout cas dans le dossier? C'est ce que je dois dire. Il se peut qu'il y ait un raisonnement plus clair dans la pratique, mais si ce raisonnement n'apparaît pas dans le dossier de façon précise, alors il va nous faire une suggestion dans ce sens-là. Donc, c'est des choses qui peuvent peut-être aider, je ne sais pas, mais pour moi, c'est important de voir qu'il y a des prescriptions qui ne collent pas trop. En fait. Donc, ça peut être important dans ce sens-là. Donc, maintenant, je vais vous parler après l'assistant clinique du SPT, donc stratégie plainte et traitement, qui est aussi une fonctionnalité qui peut être utile, surtout quand on est en médecine de première ligne et que le personnel n'est pas forcément le personnel qualifié pour la prise en charge de certaines pathologies. Donc, le SPT, je peux facilement avoir accès à ce niveau-là. Donc, comme son nom l'indique, stratégie plainte traitement qui a été développé par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de Burundi, mais c'est quelque chose qui est transversal, qui peut s'utiliser dans d'autres contextes en adaptant juste les protocoles des pays. Donc, ça commence par des plaintes, c'est-à-dire qu'on a l'enfant ou bien on a le patient qui se plaint des symptômes qui sont classés par groupe de plaintes. On a le groupe abdominal, on a le groupe thoracique et ORL, on a le groupe génito-urinaire, etc., etc. Donc, il s'agit pour l'utilisateur de cocher la présence de certaines plaintes. D'accord? Je regarde. Voilà. Je remercie déjà Hassan pour son assistance. Pour le premier exemple, est-ce que je peux solliciter maintenant… Je vous en prie. Ouais, c'est vraiment gentil. Merci énormément. Docteur Kodjo, est-ce que vous êtes d'accord à m'accompagner dans ce cas-là? Donc, on va imaginer un vidéo clinique. On va cocher quelques plaintes. Donc, selon vous, quelles sont les plaintes qu'on va cocher ici? Vous voyez bien l'écran? Bien sûr. D'accord, on y va alors. Qu'est-ce que vous me proposez comme plainte? La diarrhée. OK, je coche la diarrhée. Avec la douleur abdominale généralisée. OK. Sur le plan thoracique. Oui. L'écoulement nasal. Écoulement nasal, d'accord. Sur le plan génito-urinaire, non. OK. Le plan dermato-vénérien, non plus. D'accord. La fièvre. OK. Bien. Donc, c'est pas mal. C'est bon. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, juste une petite remarque. Vous voyez que là, dans le groupe génito-urinaire,
on voit qu'il y a des informations qui sont désactivées. Je ne peux pas les cocher. Oui. Perte gynécologique blanche, pardon, etc. Quelqu'un peut me dire pourquoi? C'est un rapport avec la grossesse. Hein? Oh, pas forcément. Qui parle? Je n'entends pas bien. Quelqu'un dit la bonne réponse en tout cas. C'est mon voisin. C'est qui? Docteur Koniba Diakité. Et Docteur Koniba, parlez en haute et intelligible voix. Vous êtes sur la bonne voie. Je disais que notre patient était un homme. Exactement. Je vous remercie énormément. Notre patient était un homme. Donc, les symptômes ou les plaintes en lien avec les dames seront désactivés parce que ça ne s'applique pas. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on ait coché les symptômes présents ou les plaintes présentes sur le patient, on clique sur « Mettre à jour ». Et là, plus haut. Donc, on est renvoyé devant un autre écran. On nous dit, par rapport à la diarrhée de l'adulte, on nous dit, est-ce qu'il faut penser à une suspicion ou une épidémie de choléra? Et on demande, est-ce que cette option ou cette possibilité, elle est vraie ou fausse? On va revenir. Alors, dans la stratégie de douleur abdominale généralisée ou autre chose, la stratégie n'est pas applicable à cause de la présence de la diarrhée. Voilà, quand on veut parler de la stratégie de la douleur abdominale, la prise en charge de la douleur abdominale notamment, dans ce protocole-là, la diarrhée n'est pas incluse. Donc, il apparaît en rouge ici. Alors, plus bas, on voit la stratégie des troubles de voies respiratoires supérieures où on parle de l'écoulement nasal. On nous fait penser à un épistaxis. Est-ce qu'il y a un épistaxis qui est présent ou pas? Selon la présence ou non de cette information, comment on appelle ça? L'algorithme va être adapté. Donc, est-ce qu'il y a, on parle de diarrhée, est-ce qu'il y a une suspicion d'épidémie de choléra, oui ou non? Non. Ah, non. OK. Ensuite, on nous pose une autre question. Après ça, toujours en lien avec la prise en charge de la diarrhée chez l'adulte. Donc, il n'y a pas de suspicion de choléra. Est-ce que le pouls est supérieur à 100 par minute? Oui ou non? Non. Non. D'accord. Il nous demande après, est-ce que la TA maximale est inférieure à 9 cm/m3? Non. Non. Est-ce que la muqueuse buccale est très sèche? Oui. Oui. Alors là, il nous dit, la conduite à tenir pour la stratégie, c'est observation pendant 6 heures et il nous invite à voir la fiche technique de réhydratation pour le choléra et essayer de faire boire le SRO à ce patient-là. Donc là, on nous donne la possibilité de regarder le protocole de la réhydratation dans le cadre de la choléra chez les adultes, avec les différents protocoles, l'âge, etc. Donc, ces protocoles-là sont pays dépendants. Hein? Donc, on ne va pas s'y pencher là-dessus, mais c'est-à-dire que comment l'application résonne. Donc, en fonction de ce qu'il a donné comme information, il pense plutôt à traiter une déshydratation sévère en observant le patient pendant 6 heures et en respectant le protocole édicté à ce niveau-là. D'accord. Donc, par la suite, on a des questions complémentaires par rapport… par exemple, si là, à ce niveau-là, on peut s'arrêter. Observation 6 heures après, on nous demande, est-ce qu'il y a de l'amélioration après l'observation? On va nous demander oui ou non. On suppose que vous l'avez observé au CS comme 6 heures après, avec ce qui a été donné consigne comme protocole, et vous revenez, est-ce qu'il y a de l'amélioration, oui ou non? Oui. Donc, si il y a de l'amélioration, là, on nous dit, fais boire le SRO. On va dire que oui, on va lui faire boire le SRO. D'accord. Et si on disait non? Ah bon, vous ne l'avez pas dit plus tôt. L'algorithme va donner d'autres questions pour juste ajuster la correction. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, l'information complémentaire demandée, c'est en lien avec la température. Est-ce que la température mesurée actuellement est supérieure ou égale à 38 degrés? La température a baissé. OK. Donc, c'est non alors. Ce n'est pas à 38 degrés. Très bien. Est-ce qu'il y a la présence du sang dans la
Dans la diarrhée, là, non? Non. OK. Est-ce qu'il y a la présence de glaire? Oui. Alors, on nous demande encore une information complémentaire. Est-ce que, bon, là, dans certains établissements, on peut, avec l'État, à l'État faire des scènes, au microscope, on peut voir la présence des amibes. Donc, c'est un examen. Donc, est-ce que, enfin, donc, la présence d'amibes, est-ce que les amibes sont présents, oui ou non, ou bien l'examen est impossible, selon le plateau technique? Examen impossible. OK. Donc, l'examen est impossible. OK, l'examen est impossible. Est-ce qu'on regarde, on constate la présence de verre? Non. Non. Ensuite, on nous demande est-ce qu'il y a la présence de schistosoma? Soit l'examen, on ne peut pas réaliser cet examen-là, soit on peut le réaliser et dans ce cas, on peut répondre par oui ou non. Qu'est-ce que vous en dites? Examen impossible. Examen impossible. OK. Donc là, on a... Oui, d'accord. Examen impossible. C'est bien ça. Examen impossible. Oui, oui, j'ai compris. C'est ce que j'ai choisi d'ailleurs, l'examen impossible. Donc, il nous dit, cette stratégie n'est pas applicable à cause de la présence de la diarrhée. Donc, on n'a pas d'autres consignes pour l'instant en lien avec la diarrhée. C'est la seule chose, le A1 là, qui existe d'abord. Donc là, on va passer à la deuxième stratégie qui est en lien avec les troubles de la voie respiratoire. Donc, on avait dit qu'il y avait un écoulement nasal et on nous demande est-ce qu'il y a une épistaxis qui est associée, oui ou non? Est-ce qu'il y a un saignement au niveau du nez de l'écoulement continu? Non. Est-ce que vous voyez un narine? Non. Non. Oui. Ah, oh là là, j'ai été rapide, merde. Je ne peux pas venir en arrière, sauf si je vais annuler tout. Non, ça c'est pas. Bon, je vais regarder le dernier respect. Je vais essayer. Non, je n'ai plus la question. OK, on va avancer. Je suis désolé d'avoir répondu. Non. Est-ce qu'il y a une notion d'allergie? Parce que les écoulements, souvent, ça veut être lié à une allergène qui peut occasionner de la rhinite chez un patient. Est-ce que dans ce cas-là, vous pensez qu'il y a une notion d'allergie? Oui. Oui. D'accord. Je prends oui. Donc là, il nous dit, il faut administrer de la promethazine 25 mg à raison de 1 à 2 comprimés par jour pendant 7 jours. Il faut insister sur un rendez-vous dans les 7 jours. Donc ça, c'est la conduite à tenir qui vous dit. Donc, les SPT donc, va vous permettre de suivre le protocole, enfin, de prendre en charge en fonction des protocoles validés pour la prise en charge des pathologies courantes qu'on peut gérer au niveau local, au niveau où le personnel se situe en fait. On sait que ça va à un niveau CHU parce que le niveau CHU, vraiment, ils ont tout le plateau technique, l'expertise nécessaire pour diagnostiquer rapidement et rapidement. Mais quand on se met dans ce contexte de soins de santé primaire, ça suppose que le plateau technique n'est pas suffisant peut-être, cela n'est pas suffisamment peut-être qualifié, ou alors les moyens en termes de médicaments n'est pas aussi très, très fourni que ça. Donc, des stratégies comme ça permettent d'être vraiment bien dans la prise en charge. Et ça va, là, on voit qu'après les 3 jours, on nous propose, on demande est-ce qu'il y a une amélioration après les 3 jours, oui ou non. Donc, ça veut dire que pendant toute la période de suivi du patient en fonction de ses plaintes, vous pourrez continuer votre algorithme de prise en charge jusqu'à l'amélioration complète ou à référer le malade. Donc, on va faire l'exemple de continuer. On va dire que 3 jours après, est-ce qu'il y a l'amélioration, oui ou non? Non. D'accord. Non. OK. Donc, on nous dit maintenant, référer le patient à NS 112, c'est-à-dire le patient à un niveau supérieur, en fait, de la pyramide sanitaire. Pour nous, ça pourrait être un niveau centre de santé Pays-France, par exemple. Oui. Donc, c'est ça le SPT.
qui est l'informatisation des protocoles au niveau des soins de santé primaires ou à tout autre niveau au besoin, qui est donc, qui va donc permettre aux utilisateurs de faire une prise en charge assez soutenue en fonction des bases de connaissances médicales selon les protocoles. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci Et, à vous. merci énormément. Alors, le dernier élément que je vais vous montrer, c'est Ikirezi, qui est un peu l'intelligence artificielle ou plutôt le Sirius d'Open Clinic, permettre un entraînement au raisonnement clinique. Donc, ça, on va toujours partir on va dire de deux symptômes. Donc, pour retrouver Ikirezi, vous allez voir qu'il y a un petit signe de partage là, Ikirezi Panorama à ce niveau-là. Je vais agrandir la page pour vous montrer. Donc, d'office ou d'entrée de jeu, Ikirezi, on dit que ça vous aide à identifier des maladies sévères et soignables. Parce que si ce n'est pas soignable, ça ne sert à rien. Que vous ne devez pas rater. Ça veut dire que c'est un diagnostic, en d'autres termes, que vous ne devez pas perdre de vue en face de certaines informations. Donc, ça part des cas aigus, subaigus ou chroniques. Alors, est-ce que le cas ou la plainte que vous avez devant vous est un cas aigu ou subaigu? Je vais demander la participation d'un autre résident. Là, je vais tirer aussi au hasard. Donc, tu as déjà quitté en salle? Non, je ne vais pas quitter. C'est plutôt... Docteur Berthet, est-ce que vous êtes disponible à m'accompagner dans ce dernier exercice? Vous m'entendez, docteur Berthet? OK, donc apparemment non. Docteur Konaté, alors. On n'a pas compris la question. Je vous demandais si vous pouvez m'accompagner à résoudre ou à traiter ce dernier exercice qui est basé sur Ikirezi. Ça consiste à faire un choix, en fait, un scénario clinique. En fait. Donc, je peux vous demander de compléter le scénario en posant des questions sur les différentes modalités qui existent là. C'est juste ça. Bon, peut-être un autre participant. Oui, oui, allez-y, n'importe qui d'autre, un volontaire. Allô? Oui. Oui, je me porte volontaire. Vous êtes volontaire, docteur Djavi? Oui. D'accord. Alors, notre cas, est-ce que c'est un cas aigu? En fait, donc, vous avez devant vous un patient qui va vous exprimer deux plaintes, d'accord? Et vous devez savoir si la plainte elle est aiguë, subaiguë ou chronique. Donc, aiguë, on suppose que c'est pas au-delà de 5 jours. Subaigu, c'est entre 5 et 14 jours. Et on va considérer que la plainte elle est chronique si ça dépasse 14 jours. Qu'est-ce qu'on parle sur quelle base déjà? Aigu. OK, parfait. Ce sont les symptômes aigus. Donc, après, on a la liste déroulante ici. Vous m'aidez à choisir une plainte. Soit vous pensez à une plainte, soit si vous voyez bien la liste, vous me dites quelle plainte vous voulez choisir. Ou bien je peux lire aussi. On a l'adénopathie, on a l'amaigrissement, on a l'asthénie localisée, on a l'asthénie unilatérale, arthralgie diffuse, arthrite systémique, non symétrique, audition diminuée, céphalée grave, céphalée avec la tête, changement de la couleur de la peau, une colique intestinale, un coma, un comportement altéré, une constipation, convulsion. Diarrhée. Diarrhée. Alors, diarrhée, je cherche, oui. Donc, premier symptôme, diarrhée. Le deuxième symptôme, alors, ce sera quoi? Diarrhée plus quoi? Je peux peut-être continuer à lire, peut-être ça peut vous inspirer. Diminution de la force musculaire, douleur abdominale diffuse, douleur dans la hanche, douleur du sang, douleur de la fosse iliaque droite, de la fosse iliaque gauche, hypocondre droite, gauche, douleur des oreilles, douleur périombilicale, rétrosternale,
scrotal, thoracique, douleur abdominale supérieure. Descendez. OK. Donc, je vais plus loin, je vais faire des pas. Fébricule. Comment? Fébricule. Fébricule. OK. Fébricule. OK, merci beaucoup. Donc, on a choisi 3 choses. Il s'agit d'une diarrhée et d'une fébricule aiguë. Après avoir choisi cela, on a 2 boutons. Voir panorama, montrer des suggestions. Voir panorama, ça veut dire que l'outil nous montre des diagnostics à ne pas manquer avec les 2 symptômes. Donc, je clique sur le panorama. Donc, il me met dans les encadrés des avec ces 2 symptômes et qui seraient aigus. Pourcentage de complétude. Dans ce cas-là, on voit que pour chacun de ces cas, ils sont à 0% de complétude. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour qu'on puisse ces diagnostics-là sont au complet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur chacun des boîtes ou sur chacun des symptômes pour compléter des questions secondaires avec ces diagnostics-là, afin de permettre à l'outil de prédire au mieux le... Donc, quand j'ai cliqué sur la survenue d'amybiase ou de dysenterie, il me demande des signes ou de symptômes. Est-ce que dans les selles occultes, présents ou pas? Vous répondez. Absent. Absent, d'accord. Les selles sont-elles sanguinolentes ou les selles sanguinolentes sont-elles présentes ou pas? Présent. OK. Ça, c'est peut-être histolytique. J'ai du mal à interpréter clairement cette abréviation. Entérite histologique. Non. J'ai du mal à le dire, donc on va... Okay. Colite intestinale, présent ou pas? Absent. Absent. Donc maintenant, je vais cliquer sur le petit bouton là à l'angle supérieur droit pour fermer la mise à jour de l'information. Donc, il me demande de renvoyer cette information après. Donc, sur la base de ce qu'on vient de lui donner, en disant qu'une information était présente ou pas, vous voyez que 2 boîtes qui apparaissent maintenant en vert. Ils ont atteint un niveau de complétude pour prédire au mieux un diagnostic. Ils pensent qu'une entérite bactérienne est... En fait, ce qu'on a est à 100% d'une entérite bactérienne et à 90% en faveur d'une amybiase ou d'une dysenterie. Diagnostics, que ce soit la fièvre typhoïde, l'hyperthyroïdie, etc., sont à 0% de complétude en fonction de ce qu'on a. OK. Ce que nous donne un peu l'outil Ikirezi qui nous permet de nous entraîner. Et maintenant, c'est de voir dans la connaissance médicale, est-ce qu'effectivement ces différents éléments apparaissent. Quand on trouve, par exemple, les pages, effectivement, oui, c'est ça. En cas d'entérite bactérienne, on retrouve du sang occulte ou bien on retrouve ceci ou on ne retrouve pas ceci, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais tout dépend de l'information qu'on donne à l'outil afin qu'il puisse, sur la base de ce que lui aussi il a, prédire les choses. C'est un peu ça. Donc, c'est après, l'apprenant pourra essayer de confronter cela maintenant avec sa connaissance médicale, ses cours, ses livres et tout ce qu'on a, ou bien ses expériences avec les autres collègues, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée qui réside. OK. C'est compris, merci. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci à vous. Alors, donc, je pense que c'était... Oui. C'était ce que je voulais parcourir avec vous pour le dossier clinique d'Open Clinic. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrans aussi qui existent. Je vais juste faire un commentaire. Par exemple, il y a des fiches de compte rendu d'échographie abdominale, d'échographie cardiaque. Il y a aussi un élément important qui est le triage pédiatrique, qui est un outil qui est très bien dans la pédiatrie. Situé aux urgences pédiatriques, ça va donc permettre de classer les urgences des enfants qui ont besoin de soins tout de suite ou pas, en se basant sur certaines informations et des aspects sur, par exemple, l'état général, l'état respiratoire et la circulation sanguine. Donc, en combinant ces différents éléments, on peut dire si l'enfant
doit être prise tout de suite en les classant dans différentes priorités. Donc, on tient en compte l'heure d'arrivée du patient, la fréquence cardiaque de l'enfant, si c'est régulier ou irrégulier, si on a eu la chance de mesurer la tension artérielle sur lequel des bras avec la température, et en appréciant aussi l'état général, si par exemple l'état général est mauvais et qu'il y a par exemple un effort à la respiration et que la circulation, en fait, l'enfant est froid, ça veut dire que la circulation n'est pas bonne, on voit déjà à ce niveau-là que c'est une priorité numéro 1. Donc, ce patient, en fait, cet enfant doit être rapidement pris en charge vu par le médecin plutôt. Donc, selon l'absence de certains symptômes, on peut compléter les informations qui vont encore reclasser la priorité de la prise en charge. Donc, c'est des outils que, par exemple, les infirmières pourront administrer pendant la file d'attente pour voir s'il y a des enfants qui méritent d'être vus rapidement par le médecin ou pas. Donc, il y a beaucoup d'outils en fonction des spécialités, en fonction des contextes qui vont aider le praticien à être plus précis et à collecter de l'information et surtout à les réutiliser après. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre patience. J'espère que ça vous a permis de voir en tout cas à quoi va ressembler un dossier clinique électronique du patient et particulièrement dans Open Clinic. Et si c'est dans d'autres outils aussi, vous ne serez pas perdu pour autant. Les choses vont peut-être être un peu différentes, mais le fond va rester le même. Et ce cours aussi va sanctionner la fin du premier séminaire, enfin du troisième plutôt, le troisième séminaire, ce qui a porté sur les enjeux du dossier médical de façon globale. Ça veut dire que vous aurez droit à une troisième évaluation dans les prochains jours. On est jeudi aujourd'hui, je crois, donc d'ici lundi au plus tard, vous aurez le devoir à rendre. Et normalement, l'enseignement obligatoire, là, est terminé aussi. Donc, ça veut dire qu'on regarde maintenant l'évaluation finale, mais il y a des optionnels, il y a des enseignements optionnels qui peuvent exister. Il y a 2 autres chapitres optionnels qui peuvent être dispensés en fonction de votre disponibilité. Je crois que les évaluations sont en fin du mois de novembre. Comprends. Si c'est en fin du mois de novembre, on a encore un peu de temps avec vous pour parler notamment, si notre organisation s'y prête, ce n'est pas confirmé, de faire un cours sur COVID-19 et puis un autre séminaire ou une démonstration avec des lunettes intelligentes, si on peut faire intervenir quelques résidents d'ailleurs qui sont dans ce parcours avec vous. On verra comment organiser cela et on reviendra dans le meilleur délai. Mais l'enseignement, en tout cas, ce qui est obligatoire, prend fin par ce cours-là. Et nous sommes très heureux que vous ayez eu la patience de suivre. Et nous espérons aussi que cette évaluation va vous permettre d'augmenter votre connaissance une fois que vous serez sur le terrain et une fois qu'on vous donnera un outil électronique dans le cadre de votre pratique médicale. Vous ne serez pas nouveau et vous allez apprendre assez rapidement. Donc, pour terminer plus concrètement, si vous avez des questions, je vais les prendre. Je sais qu'il est déjà l'heure, il est 16h07. Mais s'il y a des questions, on peut les prendre rapidement ou donner des éclairages, des orientations en fonction de vos attentes ou de vos préoccupations s'il y en a. Donc, je vous écoute.